Down. Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2013. Les terriens de ce soir sont Élodie Frégé. Élodie Frégé, bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour la sortie de votre nouvel album et des concerts qui vont suivre. Et contrairement à la plupart des anciens de la Starac, ces concerts ne seront pas dans le métro. Et pourquoi pas? Alors ce soir, on va parler d'éducation, de philosophie et de shampoing antipelliculaire. Mon invité, c'est Luc Ferry. La jalousie. À chaque fois. Ah, la à jalousie chaque fois. chez ce garçon. Tout À ça chaque parce qu'il a fois, pas de c'est ce qu'on cheveux. appelle un running gag. Autre terrien avec nous ce soir, Jean Benguigui. Bonsoir. Alors Jean Benguigui, vous faisiez partie du jury de Honte de Monde qu'à en rire, où vous notiez les humoristes. Oui. Ce soir, vous allez noter chacune de mes vannes. C'est là déjà le vaut 5, quoi, non? Moi, je pense qu'il faut se réunir avec le jury pour, ou bien une exclusion définitive ou temporaire. On sait Aïe, pas. aïe, 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 C'est aïe. difficile. Et Stéphane de Groot. Stéphane, bonsoir. Alors, depuis cette année, Stéphane, vous êtes enfin devenu célèbre. J'imagine que personne ne vous appelle plus Stéphane Poulvorde. Non, mais alors, ni de Groot, Ouais. parce que c'est de Groot. Et alors, vous avez sombré dans la drogue pour fêter ça, non? Bien sûr, Ouais. notamment. Vous avez changé de femme? Non, j'ai récupéré la mienne. Alors, en P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Patrice Franceschi, l'aventurier qui trompe la mort depuis 40 ans aux 4 coins du monde. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, j'explique. Durant ces SLT d'été, nous allons retrouver pour de vrai, pas dans un best-of, des invités qu'on a aimés pendant la saison. Ces invités seront soumis à des interviews infernales, mais auparavant, nous ferons avec eux un petit bilan de la saison écoulée. Je commence avec vous, Luc Ferry. Luc Ferry, rebonsoir. Alors, Luc, en 2004, lorsque vous quittez la rue de Grenelle, vous étiez ministre de l'Éducation nationale depuis 2 ans. Vous n'aviez plus de statut, plus de métier, sinon celui d'écrivain. Et là, vous vous dites, en dehors de ma vie privée, l'écriture est la seule chose qui m'intéresse vraiment. Depuis toujours, mon but dans l'existence a été d'avoir la liberté matérielle et intellectuelle d'écrire mes livres. 8 ans plus tard, Paris gagné. Un big up. Aujourd'hui, Luc, vous êtes le 3e intellectuel français en notoriété, derrière BHL et Elisabeth Badinter. Le 3e en influence, derrière Elisabeth Badinter et Jacques Attali. C'est bien, non? Ah, ça pourrait être pire, oui. Mais cette année, j'ai fait du théâtre pour la première fois aussi. J'ai raconté, mais c'était mon rêve aussi dans l'existence. Enfin, un vrai théâtre, le théâtre des Mathurins, où j'ai raconté l'histoire de la philosophie devant un public qui a été, je dois dire, formidablement gentil et passionné. Donc tout va bien pour vous. Après des tas de lycées Jules Ferry, il y a maintenant une école, Luc Ferry, à Ricarville. Oui, en Une plus, école c'est de vrai, coiffure. ouais. Ah, la jalousie chez ce garçon. La jalousie, il n'y a Il y a que pas chez ça lui, qui et le moi aussi, je suis motive. très très jaloux. Vous savez ce que ça veut dire, un homme qui a énormément de cheveux? Non. C'est un manque de testostérone. Mais complet, Ah ouais. bien sûr. Ah, C'est vrai. ah Et- non, C'est vrai. J'ai Élodie, cassé le moi mythe. qui vous trouvais Élodie, sympathique. je jusqu'à confirme. présent. Alors il y a donc une école Luc Ferry. Remarquez, Jack Lang a un char à la Gay Pride. Et Nadine Morano a une poissonnerie à Nancy. Donc, Luc, vous n'êtes pas ici ce soir pour nous vendre un nouveau livre. Non, non, ça c'est la bonne nouvelle, oui. Me dites pas que c'est pour un disque. Non. Non, ça c'est la deuxième bonne nouvelle de la soirée. Non, c'est pas pour un disque non plus. Alors, il n'y a même pas une série en kiosque, genre les philosophes barbus de notre enfance, chez tous les marchands de journaux, non. Bon, vous êtes ici, Luc, pour un bilan très positif. D'abord, vous êtes devenu un conférencier très prisé et très bien rémunéré. Moins que Nicolas Sarkozy. Ah bah oui, d'accord. Ouais, oui, Attendez, enfin, bon. Ah, mais il a été président, Nicolas. Ouais, Oui, mais enfin en philo, je suis meilleur quand même. ça c'est pas difficile. Bonne vanne de Luc Ferry, mesdames, messieurs. Alors,
Vous avez donné une conférence au Brésil sur l'esthétique du plaisir et la comment vous savez question ça du critère du beau. C'est à Copacabana, sur la plage? Et j'ai été invité par l'association des 300 femmes architectes du Brésil. Waouh, Donc, 300. c'était assez sympathique. Ah oui. Dans Que un des endroit de filles rêve, que des filles. Mon rêve, enfin réalisé. Alors, autre raison de vous réjouir, l'adoption du mariage homo, que vous avez tellement défendu. Alors, je l'ai défendu dans le Figaro et Oui, je ce l'ai qui est pas défendu aussi facile. sur Radio Classique. Ça m'a Oui. valu pas mal de Oui. lettres d'injures. Et ce que les homosexuels disent, à mon avis, tout à fait à juste titre, vous avez dépénalisé le sexe, autorisez-nous maintenant l'amour. Voilà. Et je n'ai aucune raison de m'opposer à ça Et au Figaro, ils vous ont gardé. jusqu'à présent. Alors, positif également, votre soutien politique à Vincent Peillon sur la semaine de 5 jours, la formation des maîtres, l'embauche des enseignants, la culture des plantes de cannabis, mon cours de sciences nat. Ça ne peut pas vous choquer. Non. Bon. Non, j'aime bien Peillon, je trouve que c'est un type bien, je trouve qu'il a des bonnes idées, et puis je trouve que la critique systématique, quand on a été ministre de l'Éducation, de ceux qui viennent après, est ridicule. Non, mais Et donc, vous êtes d'accord aussi avec Peillon sur le besoin de considération des professeurs et le port d'un gilet pare-balles dans pas mal d'écoles. dans le 9 cube, ça Ouais, vous dans voulez le dire. 9 cube, c'est ça. Mais c'est vrai que les profs ont choisi ce métier, non pas pour être connus, pour gagner de l'argent. Or, la médiatisation et l'argent sont quand même les deux carburants de la société contemporaine. Et du coup, ils sont un peu malheureux parce que ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier, par leur discipline, et qui ne sont pas vraiment reconnus à leur juste valeur. Donc, je soutiens aussi cette... Et finalement, on se rend compte maintenant que vous n'aviez pas tellement de points communs avec Sarkozy, à part Carla Bruni, finalement. Voilà, on passe maintenant à l'interview formatée avec un grand classique pour vous, l'Hardiview. Et quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi? J'évite ce spectacle du non. matin. Mais oui, si, C'est bien, j'assure. pourtant. Je ne suis pas si narcissique que ça. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? J'aurais aimé ressembler à mon père, qui était vraiment un être magnifique. Ouais. Des pilotes de course et qui était en plus très beau. Ouais. Votre plus belle histoire d'amour, c'est laquelle? Ah bah attends, c'est ma femme, évidemment. Attends. Intelligente et belle. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Oui, sans la moindre hésitation. Vous avez pleuré quand pour la dernière fois? La mort de mon frère. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? À peu près tout, sauf le cerveau. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre physique? C'est quoi? C'est les yeux, le nez, les cheveux Rien, la quoi. peau? Non, mais franchement, c'est sincère. C'est C'est pas, fou, mais c'est pas. I'm not fishing for Mais compliments. vous Vraiment, êtes très c'est. charismatique, donc c'est ça la Mais vraie vous êtes beauté. Encore, mais après ce que vous m'avez lâché tout à l'heure comme caisse, que j'avais des Je suis cheveux parce obligée que de j'avais pas. rattraper. Et oui, voilà, donc c'est intéressé maintenant. Luc, quel est le péché qui vous tente le plus? Alors, bah, le sexe, évidemment, si on peut appeler ça un péché. Oui. La luxure. Bah oui. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Je suis incroyablement impatient et parfois pas très aimable. Oui. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous haïssez? Alors quand j'étais petit, mais alors, c'est pour ça que j'ai toujours les cheveux un peu longs. Donc on Les rejoint oreilles, la- les oreilles. Oui, on m'appelait planeur. Ah, ou bavard. C'était sympa, voilà. Avez-vous déjà pensé au suicide? Non, non. Non. On sent qu'il aimerait bien, mais non. Quelle est la question dont vous aimeriez avoir la réponse? Non, alors, c'est pas une question dont j'aimerais avoir la réponse, mais il y a un type que j'aurais aimé rencontrer, parce qu'il est quand même assez génial, c'est évidemment Jésus. Comment aimeriez-vous mourir? Alors, comme Alphonse Allais, à 99 ans, tué par un mari jaloux. Bravo. Celle-là, je l'adore. Stéphane de Grotte, Comment on va faire pour passer rebonsoir. après Luc Ferry? C'est bien. Alors, vous étiez pilote de course automobile, vous avez au moins ça en commun. Ouais. Ah ouais, vrai, ça, ah je ouais, savais pas. ouais, Pendant ouais. 15 ans. J'ai fait toute la filière monoplace jusqu'en Formule 3000. Formule 3000, c'est déjà absolument génial, ouais. Ensuite, vous êtes devenu acteur. En fait, vous êtes un peu le Steve McQueen belge. Non, je déconne. Non, vous ne déconnez pas tant que ça. Je pense que physiquement, il y a quelque chose. Alors, bilan extrêmement positif pour vous. Oui. J'explique, au départ, c'est pas gagné, hein, vous êtes belge, vous avez 46 ans, vous perdez vos cheveux. Ça fait pas mal de handicap dans la vie, quand même. C'est sûr que je perds mes cheveux? Et puis, vous participez à l'émission de Maïtena Biraben, Oui. le week-end, sur Canal, qui s'appelle Le Supplément. Vous y faites une chronique intitulée « Retour vers le futur », dont le Nouvel Obs dit « Un délice pour les amoureux de la langue française ». Bref,
Vous devenez la révélation de l'émission. Et là, le dimanche 2 juin, vous faites votre chronique, vous racontez votre rencontre entre le roi Albert et la reine Elisabeth. Et là... Stéphane de Groot. Alors, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, hein, ça vous évitera de l'ignorer. Mais Albert II, roi de Belgique, qui sans vouloir prêter la Flandre à la critique, rend plus belge la vie, Joli. est né le 6 juin. Eh oui, quelle drôle d'idée. Étant moi-même de confession belge par la mère de mon frère et bruxellois par mon père, mon fils et mon Saint-Esprit, J'ai pas compris. C'est normal. Je comprends rien Il y a du pas tout. mal de trucs comme ça qui seront... je vous enverrai un fax. Il était tout naturel, ou paturel si je m'étais appelé Sabine, que je parte à l'encontre de Sa Majesté. Enfin, Ma Majesté, ou même Papajesté, comme c'est un mâle, afin d'user, comme tout bon sujet, de mon verbe pour faire des compliments à ce roi qui règne sur le pays qui est le mien. À peine arrivé à mon point de départ, sans bouger de chez moi, quoi, je pris la direction du palais, un garde royal un peu gelé, m'informa que le roi, sa femme et le petit prince étaient justement partis chez moi. N'ayant plus le temps de serrer la pince de monseigneur, je m'en... Je peux avoir une oreillette pour traduire parce que je comprends pas. C'est vrai, il a raison. Il a raison, j'aurais dû le faire en français. C'est un peu aujourd'hui. Heureusement, connaissant les ficelles du protocole, ayant donc plusieurs cordes à monarque, je me rappelais que la reine Elisabeth... Monarque, à mon arc. Allô? Non mais allô quoi? Allô? Ah mais allô? Voilà, c'était le 2 juin dans le supplément de Maïtena Mirabal. Et là, vous devenez une énorme star, évidemment. Le mec que Nabila ne comprend pas. À quoi ça sert de se faire chier à écrire des textes magnifiques, finalement? Depuis le début de la saison, les gens n'interviennent pas, me regardent avec des yeux bizarres, ne comprenant pas tout ce que je dis. Moi non plus, je ne comprends pas tout ce que je dis. Et d'ailleurs... Non, mais c'est génial. Et Moi, puis j'adore. là, oui, il se passe il est un truc, excellent. deux univers qui se rencontrent. Alors, vous avez déclaré, on ne peut pas tous être des prix Nobel. Entre parenthèses, Nabila dirait des prix Nobel. Mais elle assume, et je trouve ça chouette. Oui, en fait, je pense qu'elle sait ce qu'elle ne sait pas sur le début de quelque chose. Et elle a compris un peu les rouages de la télé, donc elle en joue un peu, le coup de l'oreillette, tout ça. Et effectivement, ça a fait un buzz assez hallucinant. Énorme, énorme. Comme quoi, la télé-réalité, ça a du bon, même sur Canal, hein, finalement. Alors, Stéphane, on passe maintenant à l'interview formatée, du sur-mesure pour vous. C'est l'interview Black Belge. À quoi reconnaît-on un Belge dans un aéroport? Oh, trop fastoche. C'est celui qui donne à manger aux avions. Attends, on la connaît depuis 1913. Oui, mais c'est parce qu'il fait de l'excès de zèle. Hein, parce que sans zèle, les avions... Pourquoi les Belges tirent-ils sur les deltaplanes? En fait, c'est pour préserver la faune, pour éviter qu'ils tirent sur les cerfs volants. Oui, il est bon. Pourquoi les Belges font l'amour dans les églises? Mais parce que dans les églises, il y a des hôtels. À quoi reconnaît-on un Belge dans une patinoire? C'est le seul avec des patins à roulettes. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a la réponse que tout le monde connaît, évidemment, c'est le seul qui fait un trou pour pêcher. Mais à chaque fois, il a des il réponses invente. différentes. Oui. Pourquoi les Belges vont-ils aux toilettes avec du pain? Avec du pain pour rester assis. Alors que c'est pour nourrir le canard WC. Très bien. Pourquoi les Belges ne font pas de ski nautique? Alors, parce qu'ils n'ont pas trouvé de lac en pente, voilà. Et vous? Oh, on est très discrets, nous, c'est pour pas faire de vagues. Pourquoi y a-t-il 2 verres sur la table de nuit des Belges, un plein, un vide? Un, si jamais il se réveille, l'autre, s'il reste endormi. Voilà, Ah non, il renouvelle bien le genre quand même. il renouvelle Ah oui, le oui, genre, oui, parce ça, que c'est connu formidable. tout ça. Qu'est-il écrit sur le fond des canettes de coca belge? Ouvrir avant de boire. Oui. Qu'est-ce qu'un squelette dans un placard? Un animateur de France 2. Non, c'est un Belge qui a gagné une partie de cache-cache. C'est mieux. Nous sommes toujours en compagnie de Élodie Frégé, Luc Ferry, Jean Benguigui et Stéphane de Groot. Alors, Élodie Frégé, rebonsoir. Bonsoir. Vous avez été la gagnante de la Star Academy 3.
Oui. après Jennifer et Nolwenn Leroy, il y a 10 ans. Le problème, c'est que le château de la Starac avait beaucoup d'oubliettes. Il y en a plein qu'on n'a jamais revus. Eh oui, c'est terrible. Ouais. Je ne sais pas ce que vous pensez de la Starac, Luc, mais je me dis souvent que la Starac a montré les limites de la démocratie moderne et du suffrage universel, finalement. Non? Hein? Attends, c'est pour elle que vous dites ça dans la... Non, je dis ça en c'est un beau général. résultat, parce oui. que les 3 premières étaient formidables. Et Puis voilà. après, ouais. Bah, c'est fait pour. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait mieux faire une infirmière académie ou une plombier académie, parce qu'il en manque plus d'infirmières et de plombiers que de chanteurs. Pardon, hein, vous avez des dents incroyables. Ah bon? Lui, il voit Jessica Rabbit, il flash sur les dents. là. C'est vrai, franchement. Tu dis, elle a une jolie bouche, c'est un compliment, mais les dents, ça... Les dents, ça fait, Les dents, ça fait cheval un peu. Ouais, t'es d'accord, les Mais dents... non, donc on peut pas dire jolies dents. Montrez-moi vos Non, gencives. c'était une bague belge, en fait. Ouais, pas du tout. Alors, Élodie, vous pensez quoi de Jennifer dans The Voice? Parce que moi, je trouve que Jennifer, qui donne son avis sur des chanteurs, c'est un peu comme si Jean Benguigui donnait son avis sur... Non, alors... S'arrête là. Bon, alors, tout ça, c'est loin, la Starac. Passons au bilan de la saison. Un nouvel album, une nouvelle couleur de cheveux. Vous êtes passé en quelques années de ça à ça. Oh Lord. Non. Ah oui. Vous aviez les mêmes dents. Alors, quand on pense que quand vous étiez petite, vous étiez boulimique, anorexique, vous aviez un strabisme... Je suis réconciliée avec plein de choses et c'est ce qui me permet d'ailleurs d'écrire et composer de façon plus légère. Et voilà. Vous avez un super look. Quand vous avez compris que la voix, finalement, pour chanter, c'était pas si important que ça. Quoi. Alors, Effectivement. au niveau du look, le bilan est très positif. Et puis, il y a l'album qui s'appelle Amuse-Bouche, dont voici la pochette. Très, très belle pochette. Comme par hasard, amuse-bouche. Alors, ce qu'on voit, c'est quand vous parlez d'amuse-bouche, faites pas allusion aux cacahuètes, aux apéricubes et aux chips, quoi. Non. Non, mais la vie est quelque chose qu'il faut croquer, dévorer avant qu'elle nous bouffe, quoi. Donc voilà, c'est aussi ça le message. Alors, l'album a été écrit et composé par vous, réalisé par Marc Collin de Nouvelle Vague. Oui. On regarde à quoi ça ressemble. Était-il beau? Avait-il bu? Quel est ce dos? Suis-je encore nu? Où ai-je mis ma robe noire? Fait-il encore nuit? Il fait tard. Était-il grand? Était-il gris? Quel est son rang? Suis-je endormi? Je suis en équilibre sur la tranche, pourvu que ma mémoire flanche. Comment t'appelles-tu ce matin? Tu peux m'attendre, je n'en sais rien. Comment sera le prochain? Comment t'appelles-tu ce matin? Tout était clair, rien ne me vient. Comment s'appellera demain? Comment t'appelles-tu ce matin? Extrait de l'album Amuse-Bouche. Formidable le clip. Qui a Vachement réalisé bien. ça? C'est Ali Madavi. Ah, qui, bah oui, bien qui- sûr. Ah oui, voilà. c'est classe. Alors, vous dites avec cet album, je suis revenu à mes racines, elles sont blondes ou brunes? Elles sont, oulala, italiennes. Ouais. Alors, bilan donc très positif, évidemment, avec ce disque. Le problème, c'est l'argent, parce que quand vous avez gagné la Starac, vous avez partagé votre 1 000 000 d'euros avec le deuxième, qui s'appelait Michal, et c'était une avance sur royalty, donc c'est une Oui. dette que vous avez. Mais c'est pas bizarre de donner 500 000 euros à un Polonais qu'on connaît depuis 2 mois? Non, je sais pas, moi. Non, mais c'est vrai que j'ai eu une espèce d'effroi au moment où Nikos a annoncé que j'étais la gagnante. Je me suis dit, mais comment je vais assumer ça? J'ai rien fait, j'ai rien prouvé. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression que les gens avaient voté parce que j'étais sympathique, une sympathique petite plouquette de Bourgogne. Et Michel, pour moi, a énormément de talent, voilà, parce qu'il joue du piano de façon assez majestueuse. Et s'il n'avait pas eu de talent, évidemment, je n'aurais pas partagé. Et c'est pas l'argent que je lui ai donné. On a partagé le contrat en Ouais, deux. ouais. Donc on était deux et j'avais besoin que... C'est beau, hein? J'avais besoin qu'il me tienne la main, en fait. Vous avez réfléchi, 500 000 euros, combien ça fait de paires de Louboutin? C'est énorme. Ah oui. Alors là, au rythme de vos ventes, il va vous falloir 20 ans pour rembourser le million, non?
Je sais pas, parce que c'est vrai que je suis pas une artiste, comme on dit, bankable. Attendez, c'est très clair. Quand vous faites votre premier album, vous en vendez 200 000, mais c'est moins bien que les albums dont vous vendez 60 000. Bah oui, bah oui, c'est comme j'étais pas ça. convaincue par mon premier Bah voilà, album. c'est ça. donc Bah oui, je l'ai vous avez pas- beaucoup vendu, mais après, vous faites des trucs de qualité, vous en vendez moins. Exactement, mais Et je suis comment beaucoup vous plus allez faire pour épanouie. rembourser ce million? Eh bien, écoutez, j'espère que les radios, les gens auront des oreilles et que... Vous rêvez d'un homme qui sera assez riche pour vous racheter à Universal, en fait. Non, je ne rêve pas de ça en général, mais... Ouais. Bon, Élodie, on va passer maintenant à l'interview formatée. Un grand classique pour vous. Ah. Un grand classique. L'interview Alerte Rose. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer? Un peu des deux. Un peu des deux. Quelle est votre première pensée quand vous vous retrouvez en face d'un homme séduisant? Regarde. Cet homme a de très beaux cheveux. Quel est pour vous le lieu idéal pour une étreinte? Moi, je dirais un plateau de télé, hein, mais bon. Dans sa tête, un fantasme. Pas mal. Bonne réponse. Oui, oui. Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? Sur un plateau de télé. Tu souffles, toi. Ah, il s'assouffle. Est-ce que vous préférez un homme qui fait très bien l'amour mais qui est infidèle ou un homme qui fait très mal l'amour mais qui est fidèle? Je crois que je choisirais un homme qui fait l'amour de façon fidèle. On n'a pas choisi. J'en ai De toute façon, s'il fait mal l'amour, c'est vous qui serez infidèle. Peut-être. Alors on va faire plus simple. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Oh, alors, je déteste me faire draguer. Tu vois, je t'avais dit. Et puis je trouve que la drague... non, mais je trouve que la drague, Ouais. c'est passé de mode, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que vous préféreriez que votre mec couche avec une autre en pensant à vous ou couche avec vous en pensant à une autre? Que j'ai tordu, ça. Peut-être que je préférerais qu'un homme couche avec moi pendant que je pense à une autre. Ah! Elle se laisse pas faire par tes questions. Elle a raison. Est-ce que vous pensez que embrasser quelqu'un d'autre, c'est déjà tromper la personne avec qui on est? Pour moi, le baiser, c'est l'aveu. Faire l'amour sans s'embrasser, comme on dit, les putains n'embrassent pas. Donc embrasser quelqu'un, c'est déjà tromper. Ah bah évidemment. Sucer, c'est tromper. C'est son tube. J'avais promis un grand classique. C'est son tube. C'est son tube. Ça Ça fait un dépend. carton, cette question. Ça dépend ce qu'on suce. Bonne réponse. C'est mieux que Michel Rocard. Vous êtes beaucoup plus forte que Michel Rocard. Vous avez déjà eu des rapports sexuels sous l'influence de la drogue? Frédéric, il fait, Écoutez, je crois qu'il vient de répondre à ma place. Non? C'est un peu le thème de la chanson Comment t'appelles-tu ce matin? Et voilà. Étant donné que Marilyn était souvent sous... J'adore cette histoire. Comment t'appelles-tu ce matin? Bravo, c'est très bien. Merci. Jean Benguigui, rebonsoir. Alors, vous êtes comédien. Vous avez joué dans près de 80 films. Ouais. Vous êtes ce qu'on appelle souvent un second rôle. En fait, vous avez débuté comme 4e rôle. Non, j'ai débuté dans les premiers rôles. C'était une longue déchéance. Oui, en fait, c'est vrai qu'il est tellement bon dans les seconds rôles qu'on ne veut plus lui donner de premier Non, rôle. j'ai maintenant. fait beaucoup de théâtre. Hein? J'ai commencé beaucoup à faire du théâtre, jouer des choses très importantes au théâtre. Bien sûr. Et j'ai une double carrière, c'est-à-dire qu'au théâtre, je joue les premiers rôles, des choses, des classiques, des importants. J'ai fait Chaillot, le TNP, Festival d'Avignon. Vous avez joué Tchekhov, vous avez joué Shakespeare, oui. J'ai joué tout. Et au cinéma, je suis devenu ce qu'on appelle un excentrique du cinéma. Voilà. C'est jamais celui qui est au centre de l'histoire, mais c'est celui qui est autour de Voilà. l'histoire. J'avais fait aussi quelques-uns où j'étais le centre. Ça fait des bides retentissants, donc on ne vous rappelle pas pour être le centre. et dans ces cas-là. Et moi, j'aime beaucoup cette position d'excentrique parce que je pense que c'est les acteurs dont on se souvient. C'est cela. Non, mais le problème avec vous, en fait, c'est que vous pouvez tout jouer et que vous l'avez fait. Ah oui, c'est ça. Mais personne ne peut le faire, mais je l'ai fait, c'est une faute. Voilà. Alors, Jean, le soir de votre mort, Oui. vous voulez qu'on rediffuse quel film? Au bout du monde, à gauche. Et voilà. Ça, oui. Ça, celui-là, voilà. Alors, Jean, votre vraie naissance médiatique, ça a été Ruquier. Vous êtes devenu juré à On ne demande qu'à en rire. Alors, évidemment, il y a eu des sarcasmes, hein, comme ce Gérard de la télévision que vous avez remporté Oui. l'an dernier. Gérard, du membre d'un jury de tocards,
qui a toute légitimité à juger, vu comment il a brillamment réussi sa carrière. D'ailleurs, je crois que ces Gérards-là sont des immenses artistes, non? Qui desservent ça. Non? Ils sont bien, hein? Ouais. Enfin, vu les autres nominés, en même temps, ça aurait été chiant de perdre. Il y avait Henri Padovani, Tina Arena et Alessandra Martinez. Là, vous avez gagné quand même. Ouais. Non, je suis content d'avoir battu Alessandra Martinez. Oui. Mais votre boulot de juré, c'est un peu le syndrome Manoukian, c'est-à-dire que les jurés deviennent plus célèbres que les Non, gens. mais c'est vrai qu'avec cette mode des jurys et des trucs, tout d'un coup, ça devient le nec plus ultra, c'est d'être juré. Et les gens se battent pour être jurés. Ce qui est absurde, bien sûr. Donc, bilan positif pour On ne demande qu'à en rire. Le problème, c'est que ça s'arrête. Ouais, parce que j'arrête. Non, ça Il y aura s'arrête parce quelques que je crois- primes, en Il y fait. a eu 3 ans magnifiques. Puis les émissions de télévision sont faites pour s'user, et puis il faut changer de concept. C'est normal. Heureusement, il y a le théâtre. Vos premiers amours, c'était Brecht à Avignon, Tchekhov à la Commune. Théâtre public. Théâtre Vous étiez très anti-boulevard. Hein. J'étais très Vous étiez de gauche, sectaire. sûrement, ouais. Oui, j'étais de gauche et sectaire. Ouais. Je me souviens d'avoir refusé des films très populaires parce que je ne faisais pas de cinéma commercial. Voilà. Je préférais aller jouer à Avignon et c'était comme ça. C'était notre vie. Alors là, vous êtes au théâtre à la rentrée, mais dans du boulevard. Hein. Dans une pièce de La Biche qui n'est pas du tout du boulevard, La Biche. La Biche, c'est un classique. La Biche était l'auteur préféré des surréalistes. C'est une pièce magnifique qui s'appelle Le plus heureux des trois, qu'on joue avec une troupe formidable. On est en train de le répéter là. C'est le 10 septembre à Héberto. Hein. 10 septembre à Héberto. Voilà. On passe maintenant à l'interview formatée. Et pour vous, c'est du sur-mesure. C'est une interview notation. Oh là là. Quelle note attribuez-vous à Jean Benguigui en tant que critique dans On ne demande qu'à en rire? 12. Quelle note attribuez-vous à Jean Benguigui pour Le Grand Pardon 15. et pour le film Fatal? J'étais bien dans ce film. J'étais blond, j'étais oxygéné. Et Le Fatal n'est pas un mauvais film. Non, en pas plus. du tout, mais ça a bien marché. Ça a bien marché. Ça fait 1,3 million. 1,3 million, ça fait 13. 3. Alors, quelle note vous attribuez-vous physiquement? Habillé ou nu? Nu. Je me déteste. Ah bon? J'aime pas me voir. Oh non. Non, je m'aime pas. Comme Mastroianni. Comme Luc Ferry, comme non, quoi. mais Mastroianni, on lui demandait, mais pourquoi vous n'allez jamais voir vos films? Et il répondait, je n'aime pas beaucoup cet acteur. Ah ouais. Quelle note vous attribuez-vous en termes de séduction? Ah, c'est autre chose, ça. 17. Alors, quelle note attribuez-vous à Jérémy Ferrari sur le plan humain? 5. Ah ouais. Il vous a déçu, là. Hein. Non, parce qu'en fait, ce qu'il faut raconter, c'est que Jean a fait un sketch et que c'était les comiques qui notaient. Oui, Et il mais vous a cassé. Moi, il a fait une réflexion qui m'a déplu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et il expliquait son 1, il disait, moi déjà, dès que je vois 2 juifs sur un plateau, j'enlève des points. Ah ouais. Il n'a pas compris qu'il n'était pas en train de faire un sketch, Ouais. qu'il n'était pas en train, Ouais. qu'il n'y avait pas de transposition artistique, qu'il était assis comme un animateur Ouais. et qu'on pèse ses mots. Ouais. Et ça, je lui en ai beaucoup voulu et je suis fâché avec lui, je ne parle plus. Ah, ouais. Ah, vous lui Ah parlez ouais. Ah plus? non, non, je ne supporte pas ce genre de choses. Dieudonné, vous lui donnez combien? 6 millions. Quelle note attribuez-vous à Élodie Frégé pour ses jambes? Moi, je lui mets 20 à chaque jambe. Et alors, on passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Georges Malbruno, journaliste au Figaro, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Selon les sondages, les Français n'aiment pas trop les riches et en plus, ils ont tendance à se méfier des musulmans. Alors, comme le Qatar est une monarchie islamique et que ses habitants sont parmi les plus riches de la planète, forcément, le Qatar n'a pas toujours bonne presse en France. Le Qatar est tellement riche que l'ancien émir s'est déjà offert le PSG, de grands hôtels, un grand magasin et aussi des parts dans de grandes entreprises. Du coup, le grand fantasme, c'est que le Qatar serait assez riche pour racheter la France. Ben figurez-vous que le Qatar n'est pas si riche que ça. Son fonds d'investissement dispose de 115 milliards de dollars, soit 3 fois moins que celui du Koweït et 5 fois moins que celui d'Abu Dhabi. D'ailleurs, le Qatar investit beaucoup moins d'argent en France que les Émirats Arabes Unis. Et pourtant, personne ne considère Dubaï comme une menace pour la République. En plus, si nous refusons l'argent du Qatar, le nouvel émir qui a succédé à son père n'hésitera pas à le dépenser ailleurs.
Par exemple, il pourrait continuer d'investir en Allemagne, où le Qatar détient déjà 17% de Volkswagen. Ou bien en Grande-Bretagne, où les investissements du Qatar atteignent déjà 25 milliards contre seulement 15 milliards pour la France. Évidemment, il reste un point inquiétant. Le Qatar n'est pas seulement propriétaire de beIN Sport, il possède aussi la télé Al Jazeera, fer de lance médiatique des révolutions qui ont conduit les islamistes au pouvoir en Tunisie et en Égypte. Forcément, les islamistes, ça nous fait peur. Mais bon, comment reprocher au Qatar de financer les djihadistes? N'oublions pas que pendant la guerre en Libye, le Qatar était notre seul allié arabe. Et à l'époque, ça nous arrangeait bien qu'il finance les djihadistes qui combattaient Kadhafi. Cela dit, si la France veut devenir aussi riche que le Qatar, c'est pas compliqué. Selon Michel Rocard, il suffirait d'exploiter les immenses réserves d'huile de schiste qu'il y a dans notre sous-sol. Bien sûr, ça polluerait un peu, mais l'avantage, c'est que ça nous rapporterait des milliards. Et là, plus besoin du Qatar pour soutenir notre économie. Bah ouais, faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et vous avez publié avec Christian Chesneau, Qatar, les secrets du coffre-fort, chez Michel Lafon. Bienvenue parmi nous. Alors, Georges Malbruno, c'est en 2004 que les téléspectateurs ont fait connaissance avec vous. Vous êtes alors retenu en otage avec Christian Chesneau par l'armée islamique en Irak. Une détention qui durera 124 jours. C'était il y a 9 ans. Et cela n'a en rien altéré votre passion pour le monde arabe. Hein. Exactement. Alors d'abord, le Qatar, dans votre livre, vous écrivez, à peine plus grand que la Corse, grâce à ses réserves de gaz, il peut tout s'offrir. Alors il y a combien dans le coffre-fort auquel fait allusion le titre de votre livre, hein? Il y a chaque année, grâce au gaz, justement, 50 milliards de dollars que l'émir, l'ancien émir ou le nouveau, peut dépenser. Ce qu'il faut dire, c'est que le cheikh qui vient de quitter le pouvoir, un jour, il va en Angleterre et il monte son passeport. Le mec regarde, il fait Qatar, c'est quoi le Qatar? Et c'est à partir de là... C'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Et là, il a eu ce désir de reconnaissance. Il a dit, j'installerai le Qatar sur la carte du monde. Alors, on a parlé du cheikh. Parlons de la Cheikha Moza. Ah oui, très importante, parce que c'est la deuxième épouse, effectivement, du cher Hamad, l'ancien émir, qui est une grande, belle femme, avec un très beau port de tête. Etc. Très charismatique, très avant-gardiste. Très avant-gardiste, qui ne correspond rien à la femme qatarienne, qu'on ne voit pas. Elle, on la voit beaucoup. Elle est très influente dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de la santé. Et donc, évidemment, elle dérange beaucoup les conservateurs, mais elle a beaucoup d'influence auprès de l'émir, qui est un peu baba devant elle, il faut le reconnaître. Alors, la population, c'est 250 000 sujets qui vivent dans l'opulence. Hein. Les mecs, ils roulent en Ferrari sur des autoroutes qui font 10 km de long, mais bon... Voilà. Ouais. Alors, quand vous êtes très riche, ça ne vous encourage pas à travailler, donc c'est des gens souvent un peu paresseux. C'est pour ça qu'ils font appel aux expatriés. Justement, alors, les expatriés, ça c'est quand même très grave. Il y a 1,8 million de personnes qui sont souvent des Asiatiques, qui travaillent là-bas à 49 degrés. Ils gagnent 170 € par mois. Voilà, ils sont souvent c'est des esclaves, quoi. Voilà, on appelle ça les fourmis du miracle qatarien. Ils sont effectivement sous-payés, ils ont peu de droits. Et il y a un système au Qatar, comme ailleurs dans ces monarchies, qui s'appelle le sponsor. Vous avez un monsieur qui est votre sponsor et qui a un droit, presque, je dirais, de vie ou de mort sur vous. Lorsque vous partez en vacances, vous devez demander l'autorisation du sponsor. Vous devez acheter une voiture, vous demandez l'autorisation du sponsor. Et donc, ces pauvres Asiatiques, là, se retrouvent dans des conditions souvent très difficiles. C'est terrible. En plus, il y a ce qu'on appelle le travel ban. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a piqué leur passeport. Voilà. Et ils n'ont pas le droit de sortir sans avoir demandé la permission. Effectivement. Et c'est arrivé d'ailleurs à des Français, on en a rencontré. Et d'ailleurs, lorsque François Hollande y est allé il y a 15 jours, il a soulevé le cas. Ils auraient pu le garder, ouais. Mais je pense qu'ils sont moins copains qu'avec Sarkozy. Ils l'ont moins bien reçu que Sarkozy. Voilà, le déjeuner a duré 1 heure. Voilà. Enfin, c'était vraiment... je crois qu'effectivement, il n'y a plus la même chaleur, parce que François Hollande succède à Nicolas Sarkozy, qui avec le Qatar avait des relations extrêmement chaleureuses, extrêmement intenses, et sans doute un peu trop, je pense. Et donc, François Hollande, lui, par réaction, considère qu'on doit avoir une relation normale avec ce pays. Normal. Alors, justement, venons-en aux relations entre le Qatar et la France. Ils ont acheté des entreprises du CAC 40, on ne va pas citer la liste, ça serait trop long, des immeubles, des hôtels, le PSG, ils ont lancé beIN. Et ce qui est incroyable, en fait, dans cette histoire, c'est que les Qataris ne payent pas d'impôts sur les plus-values. J'achète un immeuble
10 milliards, ils leur vendent 20, ils ne payent pas d'impôts. Alors, entre chefs d'État, ça se pratique, ça se fait. Voilà, l'Arabie Saoudite en bénéficie, d'autres en bénéficient. Alors, avec le Qatar, ce qui est un petit peu scandaleux, c'est que ça a été très, très rapide. Et ce qui est pire, mon cher Benguigui, quand François Hollande, votre ami François Hollande, l'intègre François Hollande, a été élu, il n'a pas abrogé cette disposition. Bien sûr. Ne dites pas bien sûr, parce qu'on pourrait penser que François Hollande... Mais vous savez, il y a la réelle politique. François Hollande, 3 semaines après son élection, prend à partie son ambassadeur de France à Doha, et il lui dit en 5 minutes, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Qatar? Et son ambassadeur lui répond, le Qatar c'est très simple, c'est dans les 10 prochaines années, 120 milliards de dollars d'investissement dans les grands projets, Coupe du Monde, etc., 25 milliards dans le domaine militaire. François Hollande répond, avec cet argument-là, c'est vite vu. Voilà, on a besoin de l'argent du Qatar. Simplement, François Hollande, lorsqu'il est allé à Doha l'autre jour, a dit aux Qatariens, investissez plus dans l'industrie, parce que c'est bienvenu, et peut-être un peu moins dans le bling-bling, dans les hôtels, etc. C'est pas con. C'est pas idiot. Oui, c'est pas con, mais enfin, la France est le paradis fiscal du Qatar. La France a accordé une convention fiscale très avantageuse pour les Qatariens. Et d'autres pays européens aussi, les Anglais aussi, tout ça? Les Anglais aussi, oui, et les Koweïtiens, c'est ce qu'on appelle la courtoisie internationale en matière de finances. C'est très joli, mais c'est comme ça. Les chefs d'État s'octroient des La France a aidé le Qatar dans l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022, en faisant pression sur les pays africains. Voilà, ça fait partie de ce donnant-donnant. Nicolas Sarkozy a convaincu un certain nombre de pays africains de voter pour le Qatar lors d'un vote préalable. Mais ensuite, si vous voulez, la contrepartie, Nicolas Sarkozy a dit, notamment au prince Tamim, le nouvel émir, le PSG, ce serait bien que tu le rachètes. Parce qu'on a besoin d'un investisseur puissant. Donc on se vend au Qatar, quoi. Non, mais c'est la réalité des affaires dans le monde d'aujourd'hui. Simplement, on était allé un petit peu trop loin. Et le problème du Qatar, c'est pas qu'ils rachètent la France ou qu'ils islamisent les banlieues, qui sont, votre reportage au début l'a bien dit, des fantasmes. Simplement, ils ont une pratique de la diplomatie du carnet de chèques qui pose un problème parce que ça dénature les rapports. Ils ont corrompu des gens autour de Sarkozy, hein. Je ne sais pas s'ils ont corrompu autour de Nicolas Sarkozy. Simplement, ce que je peux vous dire, ce qu'on a écrit dans le livre, c'est que le fameux Abad Midjadsem, qui est aussi le chef de la diplomatie qatarienne hyperactive depuis 25 ans, à une réunion du Conseil de sécurité à l'ONU sur la Syrie, il a dit à Sergueï Lavrov, qui est quand même le ministre des Affaires étrangères russe, dont on sait qu'ils ne veulent pas intervenir en Syrie, il dit « Combien tu veux pour lever le veto russe sur la Syrie ?» Donc, si vous voulez, les autres diplomates en sont restés un petit peu bouche bée. Et donc, si vous voulez, c'est ça, je pense, le vrai problème du Qatar, c'est une machine à corrompre. Et je pense que François Hollande, avec le rapport à l'argent qui est le sien, s'est dit, oulala. Bah oui, je sais pas, d'un côté, il est l'ennemi de la finance, et de l'autre côté, il n'abroge pas la convention signée par Sarkozy. Non, parce qu'on a besoin de l'argent du Qatar. Il n'est pas ennemi de la finance, tu vois. Hollande, il est contre la finance, mais il n'est pas ennemi du financement. Ah! Et puis, non, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le nouvel émir, le jeune Tamim, là, qui, voyant tous les problèmes que cette politique un peu bling-bling de son père et de son cousin a suscité au Qatar, dit oui. Calmos. C'est vrai qu'il y a un Qatar bashing en France assez sérieux. Hein, oui. Georges, merci d'avoir été avec nous. Luc, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie d'Élodie Frégé, de Jean Benguigui, de Stéphane de Groot. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Patrice Franceschi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Patrice Franceschi, à 20 ans, vous êtes pratiquement mort de faim dans la jungle congolaise. À 30, vous échappez aux balles de l'armée rouge en Afghanistan. Ensuite, vous avez lutté contre la famine en Somalie, découvert des tribus inconnues en Papouasie, fait un tour du monde en ULM. Bref, si vous êtes encore là ce soir pour nous raconter votre vie, c'est presque un miracle. Depuis l'époque du Congo dont vous parlez, j'ai l'impression de faire un peu de rab. Et maintenant, le meilleur de Gaspard Proust. De nombreux messages m'ont été adressés suite à la dernière chronique, dont un très intéressant. Merci pour ce coup de poignard au cœur que des milliers de parents de victimes et de victimes de pédophiles ont dû recevoir ce soir devant votre édito. À quand un édito sur le viol collectif, le lynchage raciste, le massacre des enfants en Syrie? Alors, je tenais à remercier cette personne pour ses idées de thème que je vous propose de développer sans plus attendre. Le lynchage raciste. Chaque jour en France, des gens mangent des pains au chocolat. Viol collectif. Ne verrait-on pas ce terme d'un autre œil si on se contentait de parler d'amour participatif? En ce qui concerne le massacre des enfants en Syrie, alors là, c'est un petit problème, impossible de s'en moquer, puisqu'à l'heure où je vous parle, on peut se demander s'il reste encore des enfants en Syrie. L'International nous fournit régulièrement son lot de macabées.
ouverture de la tombe d'Arafat. Ouais. Bon, c'est... Quelle folie. Ne jamais décongeler de la viande halal. Après le gigot de 7 heures, l'Arafat de 2 ans. Enfin, bon. Bon, tout ça pour voir s'il n'a pas été farci au plutonium. C'est vrai que l'avantage, s'ils en trouvent, c'est qu'ils pourront toujours envoyer la dépouille en Iran pour qu'ils enrichissent leurs bombes. Je propose des choses, voilà, c'est ça, faut essayer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Tunisie, incarcéré pour sodomie. C'est quand même sympa, la justice tunisienne, quoi. On condamne un type pour un acte auquel il pourra s'adonner librement en prison. What's the point? T'auras pas ton agrègue. Jeu de mots. Alors, le grand rabbin de France, Gilbert Enaim, déjà coupable de plagiat, a en plus usurpé son agrègue de philo. Ça manque plus qu'on découvre qu'il organisait des soirées jambon-rillettes avec Tariq Ramadan. Décès. Il nous a quittés, ce grand musicien qui a profondément marqué la vie des Français par son sens de la ritournelle. Je veux parler de Jeff Hanneman, le guitariste de Slayer. Alors Slayer, c'est un groupe extraordinaire. Hein. C'est vraiment pas de la musique de... Enfin, pour tous, quoi. Pas... non, mais Slayer, quand t'écoutes Slayer, on dirait Jennifer, mais en train de se faire violer. Quoi. Amour. Jean-François Copé veut reconstruire une relation affective avec les Français. Non, ça, c'est au rayon humour, pardon. Je suis trompé de... Amour, toujours. DSK aurait essayé d'embrasser une journaliste italienne à la fin des années 90. DSK, il est plus fort que la drogue du violeur, quoi. Avec lui, les victimes se réveillent 10 ans après, quoi. Plus que 5 ans et Anne Sinclair porte plainte pour mariage forcé, tu vois. Plomberie. Oscar Pistorius... Non, mais tout le monde sait, Pistorius, c'est le type qui est monté sur des lattes de sommier. Pistorius, moi, la première fois que je l'ai vu courir, on dirait un nain qui fait du trampoline. Tu sais, en tout cas, quand je vois à quoi ça mène un handicapé qui a de l'argent, moi, j'arrête de donner au Téléthon, quoi. Je plaisante, j'ai jamais donné. Alors, Pistorius a raconté à la barre qu'il a cru que c'était une intrusion de domicile. Ça, c'est tout le charme de l'Afrique du Sud, quoi. Là-bas, les voleurs sont mannequins et avant de te cambrioler, ils prennent une douche. Enfin, quand on voit à quoi ressemblait le cambrioleur, moi, ça donne envie de laisser les clés sur la porte plus souvent, quoi. Politique. Alors, Véronique Jeunesse se lance dans l'arène. Alors, elle a déclaré un truc formidable. Je ne suis ni raciste ni xénophobe, je suis agnostique et la séparation de l'État et de la religion me va bien. Une phrase qui a à peu près autant de sens que de déclarer « Je ne suis allergique ni au gluten ni aux huîtres, je prends dans le cul et l'ouverture des magasins le dimanche, ça me convient. » Élysée. Alors, opération transparence, tout le monde à poil. Moi, franchement, j'aurais préféré rien savoir. Vraiment, je dirais. Fillon, qui a une bicoque dans la Sarthe, Duflo, une Twingo à 1 500 €, Belkacem, un livret A, Philippe Petit, un appartement de 70 mètres carrés. Enfin, on demande au ministre de l'honnêteté, pas de faire pitié. Mais si on continue comme ça, même les Roms ne voudront plus venir. Cinéma. Il y a une campagne actuellement d'acteurs contre la surpêche. Alors pour attirer l'attention, on fait poser des stars à poil à côté de poissons et de mollusques. Ça, c'est le grand truc contemporain. Pour attirer l'attention, il faut se foutre à poil. Et là, bon, tu vois Mélanie Laurent avec un tourteau pour dire « Il faut arrêter de vider les réserves de la mer. » Ah bon? Et elle fait quoi, là? Le crabe après la séance, elle croit qu'on va le ramener en taxi à l'île de Ré, peut-être? Alors, pas belle la vie? C'était le meilleur de Gaspard. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Patrice Franceschi, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 18 décembre 1954 à l'hôpital militaire de Toulon. Votre père était militaire et votre mère infirmière militaire. Et dans la famille, tout le monde était militaire. Voilà. Alors, vous avez 3 mois lorsque votre famille embarque sur le paquebot Claude Bernard, direction Côte d'Ivoire.
ensuite l'Algérie pendant la guerre et le Sénégal. Vous avez fait 14 écoles en 18 ans. J'ai toujours vécu entre des malles, des cantines, des sacs. Alors, entre deux garnisons en Afrique, la famille retrouve son port d'attache, Pankeracha. C'est dans ce village que vers 10 ans, quand on vous demande ce que vous voulez faire quand vous serez grand, vous répondez vivre l'aventure et écrire des livres. C'est extraordinaire. Exact. J'avais envie de vivre comme dans les livres. Là, c'est fait. Voilà. Vers 14-15 ans, vous commencez votre entraînement, 20 km par jour, sans chaussures, pour avoir de la corne sous les pieds. Oui, mais c'était très puéril et très gamin. Mais je me disais que dans l'aventure, peut-être, comme dans les livres, il faudrait peut-être un jour marcher pieds nus dans la jungle désert, qu'il fallait s'entraîner. Donc je faisais ça entre le village et la mer. Voilà. Et puis il y a la lecture. Alors évidemment, vous lisez le Club des Cinq, Jules Verne, Jack London, Conrad, Kessel. Vous prenez un peu pour Bob Moran, l'aventurier. Hein? C'est ce que certains racontent. Mais en tout cas, ces modèles-là, je voulais simplement les imiter plus tard. Voilà. Alors après le bac, votre père décide que vous serez médecin. Il vous envoie à Paris, chez votre oncle. Mais malgré le refus de votre père, à l'âge de 19 ans, vous partez en Guyane. Partez de la porte d'Orléans en stop. Eh oui. Hein? Quand j'y repense, mais à l'époque, on était mineurs, à 19 ans. Et là où on m'avait mis, c'était pas la vie que je voulais vivre. Et je dois dire que le jour de ce premier pas, le sentiment de jubilation, de liberté qui s'est emparé de moi alors que je n'avais pas un sou, je n'avais rien qu'un sac à dos pour partir au bout du monde, est quelque chose qui ne revient plus jamais, parce que c'est la première fois que la deuxième, c'est pas la même chose. C'est bien. Alors là, vous arrivez à Cayenne, donc vous êtes maçon pour gagner votre vie. Vous faites des virées dans le quartier de la Crique, qui est célèbre pour ses clochards, ses prostituées et ses orpailleurs. Hein? Ses bagarreurs, ses légionnaires, tout le reste. Ensuite, vous partez travailler dans une scierie dans la jungle. Et là, un jour, il y a des gendarmes qui arrivent, envoyés par votre père. Et le patron vous planque, hein, quand même. Et quand les gendarmes lui ont demandé s'il n'y avait pas un certain Patrice Franceschi qui, par hasard, serait par là, il avait tout compris, il avait dit non, pas du tout. Il m'avait prévenu, il m'avait payé ce qu'il me devait, et j'étais parti sur le Brésil pour qu'on ne me retrouve pas. Alors au Brésil, vous allez à Belém, à Rio, et puis là, Valéry Giscard d'Estaing instaure la majorité à 18 ans, vous rentrez en France, mais vous repartez aussitôt. Hein. Je retrouve mon père. On se rabiboche, tout va bien. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, ben, ce que j'avais décidé, écrire et vivre des aventures. Et j'ai monté une expédition au Congo. Au Congo, vous partez avec 3 amis pour aller dans le pays des pygmées Babinga. C'est en fait une zone inexplorée de la jungle congolaise, hein, ce qu'on appelle la cuvette congolaise, c'est-à-dire c'est des zones blanches sur les cartes. Ça. Pour comprendre ça, c'est que depuis toujours aussi, ce qui me passionnait dans la découverte du monde, c'était les gens, c'était les hommes. Ce qui m'intéressait, c'était les autres. Et le monde, comment ça marche. Et donc les pygmées, sur une carte avec mes camarades à 20 ans, dans une chambre, on dit, ben là, plutôt qu'au Sahara ou ailleurs. C'est un peu par hasard. Alors là, donc, vous vous nourrissez d'antilopes, de potamochères. C'est quoi les potamochères? Une sorte de sanglier. Ah oui. Voilà. De tortues, de singes. Et la première fois que vous abattez un singe, vous dites, j'ai la terrifiante impression d'avoir tué un enfant. Je me souviens très bien, c'était un colombe noir. C'est vrai que j'ai eu cette sensation assez terrifiante de tuer un enfant parce que ça y ressemblait beaucoup. Bah mais les pygmées en tuaient tous les jours. Et vous l'avez mangé. C'était la vie. On a fait que ça pendant des mois, oui. Alors il pleut énormément et bientôt l'expédition vire au cauchemar. Vous avancez à la machette, 1 km par jour au mieux, et les pygmées font demi-tour. C'est comme dans les films. Là. Ça s'est transformé en opération survie. Ça devient mission impossible, quoi. La faim s'installe et vous dites, je garde en mémoire des scènes sanglantes de dépeçage d'animaux, à peine morts, à coups de poignard impatient. C'est joli, d'ailleurs. Je vous remercie pour le poignard impatient, c'est bien. Et on réussissait à tuer un singe de temps en temps, et notamment un jour un gorille. Ce que ça représentait de vie, à ce moment-là, faisait qu'on était d'une veuille acharnée. C'était vraiment... Je me souviens de ce gorille, quand on l'a tué, on l'a immédiatement ouvert, on a pris le foie. Heureusement, on était dans un bivouac qui avait du feu, on l'a fait immédiatement griller, on a fait du boudin avec le foie sang. de gorille, c'est bon? Non. Pour être très franc... Alors finalement, donc vous êtes 4, vous êtes obligés de vous séparer, parce que vous faites un radeau et vous pouvez monter qu'à 2 dessus. Donc il y en a 2 qui partent chercher du secours, vous restez là. Mais ce qui est terrible surtout, c'est quand vos amis reviennent, vous crevez de faim, vous mangez des termites vivantes, et ils arrivent avec une marmite pleine d'estomac d'éléphant. C'est bon, l'estomac d'éléphant? C'était dégueulasse, mais c'était mon premier repas correct après les termites, tout ça. Alors en rentrant, vous publiez votre premier livre, Au Congo jusqu'au cou chez Nathan, et avec l'argent du livre, vous repartez. Alors là, URSS, Japon, Chine, Australie, Laponie, Thaïlande. C'est là que vous entendez parler de l'île de Lumière, le bateau affrété par Bernard Kouchner pour les boat people qui fuyaient le Vietnam du Sud, nouvellement communiste. Et vous écrivez pour Bernard Kouchner l'histoire de l'île de Lumière, en fait. Cette fois-ci, en fait, j'ai découvert que l'aventure pouvait être aussi quelque chose de fécond.
et pas seulement les exercices musculaires auxquels on s'était exercé jusqu'à présent, du Congo à l'Amazonie. Ensuite, toujours avec Kouchner, c'est la Somalie. Quand vous arrivez à Mogadiscio, vous découvrez des scènes épouvantables. C'est-à-dire des milliers de cadavres qui me font penser vraiment aux scènes que j'ai pu voir dans des films des camps de concentration, d'une maigreur terrifiante, et qui se ramassaient par centaines tous les jours dans les camions empilés. Vous voyez des scènes terribles parce qu'au centre de la Croix-Rouge, par exemple, les gens se jettent sur les fûts de nourriture sans attendre que ça soit cuit, quoi. Ils mettent la tête la première dans la bouffe. C'est des images qui m'ont beaucoup marqué parce que ce qu'a été... Il y a eu une grande polémique à l'époque sur l'intervention de la France, sur Kouchner, etc. Je la trouve, a posteriori, très honteuse. Justement, il y a un cynisme absolu à ce moment-là en Somalie, puisque l'aide humanitaire est détournée par les seigneurs de la guerre. Et donc, vous avez une idée qui, stratégiquement, est une bonne idée. C'est de dire, au lieu de passer par les seigneurs de la guerre, on va débarquer la nourriture sur la plage et on va la donner aux Somaliens. Alors, sur le plan stratégique, c'est une bonne idée. Sur le plan médiatique, c'est un échec, puisque tout le monde se souvient de la photo de Bernard Kouchner avec le sac de riz, qui a été terrible pour lui, parce que tout le monde pensait qu'il allait chercher de la reconnaissance, en fait. Bien, si je peux dire ma façon de voir les choses, parce que j'étais témoin, j'étais sur la plage. Bernard était venu simplement pour assister à l'opération, à son succès, et surtout dire aux Français qui suivaient la polémique de l'utilité de ce riz des enfants de France pour la Somalie, qu'en réalité ça marchait, ça fonctionnait. Alors que tous les autres bateaux à l'époque étaient détournés sur Mombasa tellement la guerre était prégnante et les détournements des seigneurs de la guerre complet. Et il a été piégé. Il a été piégé parce que la réalité, c'est que ce riz arrivait, qu'il était le seul à arriver. La vie est injuste. Ensuite, ce sera l'Afghanistan, à l'époque occupé par les Soviétiques. Et là, durant cette guerre, vous découvrez la vraie peur, celle qui déforme les visages de vos compagnons. Vous dites, certaines fois, les visages n'avaient même plus figure humaine. Ils changeaient de couleur, mais aussi de texture. Ça m'avait frappé. Alors, lorsque Kaboul est libéré par les Afghans, vous découvrez la ville. Alors, le sol est parsemé de menottes, d'entraves de pieds. Ils venaient de fuir, les gardes. Il y avait encore les reliefs de repas. Et on s'emparait des casquettes, des uniformes qui étaient là comme dernier trophée de guerre et tout cela. Mais c'était en même temps une épouvante parce que dans une grande salle, je me souviens, il y avait toutes les archives. Et on ouvrait cela, on sortait, il y avait des fiches des prisonniers avec leurs photos. Et c'était pour nous quelque chose de... J'avais tout jeté par terre, on avait un peu tout cassé. Parce qu'il y avait, dans la joie de la libération de la ville et de la fin de cette guerre qui venait de durer 12 ans, une sorte d'exaltation. Tout ça n'a pas servi à rien et une crainte en même temps de ce qui allait advenir et qui était advenu. Alors là, vous décidez de faire le tour du monde en ULM. Ça va durer 2 ans et demi. Alors c'est énorme parce que en ULM, tu fais que des petits sauts microscopiques. Et un jour au Mexique, vous prévoyez un atterrissage que vous ne pourrez atteindre que si vous avez du vent dans le dos. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas assez d'essence, vous le savez, il faut qu'il y ait du vent. C'était, à l'époque, un tour du monde qui se faisait à l'ancienne. C'est-à-dire, j'avais un compas, ma montre et une carte dans le vent. Et que l'indécidabilité des fois, il faut bien y aller, en pesant le pour et le contre, le vécu du risque accepté, consenti pour atteindre le but, était quelque chose qui m'a habité pendant 2 ans et demi. Et de temps en temps, le calcul faisait que si je n'ai pas le vent dans le dos, eh bien, Inch'Allah, comme disaient mes amis. Et non, parce qu'il n'y avait pas le côté je ne suis pas un trompe-la-mort. Non, pas du tout. Mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est que si on veut accomplir ce qu'on a décidé d'accomplir et le mener à bien, de temps en temps, il y a des risques. Et puis, il y a quand même quelque chose. C'est que je me disais, de toute façon, comme mon grand-oncle aventurier, tant que tu n'es pas mort, tu es immortel, donc vas-y. Ensuite, vous revenez à votre vie d'aventurier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus précisément dans la vallée perdue. Et là, il y a une scène extraordinaire. C'est-à-dire qu'un jour, vous vous retrouvez un genou à terre, en train d'offrir un collier de perles et des parures de plumes à un chef papou comme un vrai explorateur, comme dans les films, quoi. On avait localisé cette petite vallée et il nous a fallu 4 expéditions et 2 ans pour y parvenir. Effectivement, dans un bout de cette vallée-là, on est tombé sur ce groupe de papous qui était inconnu, qui n'était enregistré, si je puis dire, par les ethnologues nulle part. Et ça a été une formidable expérience parce qu'il y avait le sentiment de faire une sorte de bascule inouïe. Jusque dans la préhistoire, et de vivre quelque chose qu'on ne reverra plus. La rencontre, vraiment, du premier contact et tout cela. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que cette vallée perdue a été achetée par une compagnie minière et que tous les papous ont été obligés de partir. Dans les années qui ont suivi, effectivement, les compagnies minières qui travaillaient dans le sud de la Nouvelle-Guinée subodoraient qu'au nord, dans ces vallées perdues, il y avait de l'or. Heureusement, il n'y avait pas d'or. Et donc, au bout d'un moment, on leur a un peu fichu la paix, mais ce sont un peu les missionnaires qui sont arrivés derrière. Mais pour l'instant, de ce que je sais,
Ça reste, mais c'est tellement difficile à atteindre que... Oui, vous me direz, ils sont tranquilles. Quand vous rencontrez comme ça des papous qui n'ont aucune référence de notre civilisation, quels sont les premiers gestes? Comment on rentre en contact? Alors le problème était, déjà, j'essayais d'avoir dans ces expéditions des femmes. Car on sait qu'une expédition guerrière de papous ou d'autres qui arrivent sur un territoire n'est composée que d'hommes. S'il y a des femmes, ce sont des voyageurs qui passent. Ça inquiète moins. Ce sont des populations guerrières qui se battent sans cesse entre elles. Mais j'étais certain, quand vous parlez être à genoux, etc., que le côté soumission avec des colliers, des choses, pouvait jouer. Et plus tard, quand on est revenu, on emmenait un arc arc pliable, et on tirait à l'arc. Immédiatement, le dialogue s'engageait, on échangeait nos arcs, etc., et il se passait quelque chose. Ensuite, vous achetez au Cambodge une vieille jonque chinoise que vous rebaptisez la Boudeuse. C'est le nom de la frégate de Bougainville. Et vous faites le tour du monde par les eaux. Bon, enfin, on va s'arrêter parce que sinon, on pourrait être là à 2 h du matin. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas trop de blé, mais vous avez eu la vie que vous vouliez avoir, c'est ça, quoi. Il faut choisir et savoir de temps à autre, quand il le faut, tout jeter dans la balance. Et après, advienne que pourra. Mais en tout cas, même si vous ne pouvez pas acquérir de biens matériels parce que vous les mettez ailleurs, l'immense satisfaction que vous avez, c'est en vous retournant de dire, bon, il y a 2 ou 3 trucs là-dedans qui valaient la peine d'être vécus, quoi. Vous avez des enfants? Oui. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup, Patrice. Voilà, c'était SLT Summer 2013, votre talk de l'été, avec Élodie Frégé pour l'album Amuse-bouche, qui est dans les bacs. Luc Ferry, le cardinal et le philosophe chez Plomb, ça sort en septembre. Jean Benguigui, le plus heureux des 3, au Théâtre Héberto, à partir du 10 septembre. Stéphane de Groot, qu'on retrouve à la rentrée dans le supplément le dimanche, l'émission de Maïkena, Pierre Aben sur Canal+. Georges Malbruno pour Qatar, les secrets du coffre-fort chez Michel Lafon. Et Patrice Franceschi, merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, la chanson des Gréments et Gaspard Proust. Salut les terriens, bon summer 2013. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.